Merci beaucoup d'assister à cette présentation du nouveau dispositif de la région Île-de-France intitulé Égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il a été créé en 2024, c'est tout récent, enfin début 2024. On va peut-être se présenter les intervenantes avant de commencer. Moi, je suis Michel Berger, chargée de mission Égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes à la région Île-de-France au sein du service citoyenneté qu'on va aussi brièvement présenter. Je suis accompagnée de ma collègue Stéphanie Nal. Stéphanie, tu veux te présenter? Bonjour à tous. Du coup, je suis plutôt sur les aspects gestion et suivi de dossiers en binôme avec Michel Berger. Il y a aussi Ramatoulaye Flo. Bonjour à tous et toutes. Je suis Job Ramatoulaye et je suis chargée d'accompagnement des associations et des syndicats pour le centre universitaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Super. Alors, juste pour information, on est en train d'enregistrer la présentation. On va l'arrêter au moment des questions-réponses, mais c'est que pour qu'un maximum de personnes et d'associations puissent avoir accès à tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Vous aurez aussi le lien vers le site de la région, la page d'information où il y aura la présentation, le replay et toutes les informations dont vous avez besoin pour déposer votre candidature. Aussi pour information, donc je disais tout à l'heure que c'est un nouveau dispositif. Jusqu'à maintenant, il y avait deux dispositifs à la région qui portaient sur ces sujets. D'un côté, la lutte contre la discrimination et l'égalité femmes-hommes en tant que discrimination basée sur le sexe. Et d'un autre côté, on avait un autre dispositif qui portait sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Dans un souci de simplification aussi bien pour vous que pour nous, on a rejoint ces deux thématiques, donc égalité et violence, dans un même dispositif. Et pour la thématique lutte contre les discriminations, c'était dans un nouveau dispositif qui lui s'appelle Jeunesse et promesses républicaines. Si jamais vous voulez aussi avoir plus d'infos sur ce dispositif, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Ce qui est important aussi de savoir à ce stade, c'est qu'on ne marche plus en tant qu'appel à projet. C'est un dispositif qui est ouvert au fil de l'eau. Jusqu'à maintenant, pour les assos qui ont déjà eu un soutien régional au sein de notre service, vous le savez, jusqu'à maintenant, le téléservice avait une date d'ouverture et de clôture. Maintenant, il sera ouvert en continu. Et ce qui change aussi, c'est qu'auparavant, on présentait vos projets aux élus d'une seule commission permanente. Maintenant, on présentera à 2 commissions permanentes. De toute façon, je vais rentrer dans les détails au fur et à mesure de la présentation, notamment sur le calendrier. Alors, comme je disais, donc, ici vous avez tout le sommaire détaillé de la présentation. À la fin, il y aura une petite demi-heure. Là, la présentation, on va faire en sorte que ça tienne dans 1 heure pour que vraiment vous ayez une demi-heure pour poser toutes vos questions. C'est le moment, donc n'hésitez pas. En ce qui concerne le service jeunesse, citoyenneté et lutte contre les discriminations, donc on travaille sur les sujets d'égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes. On a aussi un dispositif qui porte sur le principe de laïcité et les valeurs de la République. Un troisième dispositif qui porte sur la jeunesse et promesses républicaines, qui a été aussi créé début 2024 et qui aborde les sujets de la lutte contre la discrimination, comme je disais tout à l'heure. Et on a aussi une collègue qui pilote le Conseil régional des jeunes. Alors, en ce qui concerne le dispositif égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes, il y a 2 axes qui sont totalement en accord avec la ligne de conduite de la région Île-de-France. D'un côté, nous avons la lutte contre les inégalités femmes-hommes, qui relève aussi bien de discrimination directe ou indirecte, mais également de représentation sexiste issue d'attribution de rôles sociaux sexués. La région s'engage également dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Dans le règlement d'intervention, vous en avez peut-être déjà pris connaissance, c'est déjà sur le site en tout cas. Vous avez une liste qu'on a essayé qu'elle soit exhaustive sur tous les types de violences qui peuvent être subies par les femmes. Et en tant que... Excusez-moi, pensez à bien couper votre micro.
Merci. Et en tant que grand territoire rural, la région Île-de-France, puisque près de 80% de sa surface est recouverte d'espaces agricoles, forestiers et ou naturels, c'est bien sûr, on porte bien sûr une attention particulière aux projets qui sont mis en place dans les territoires ruraux. Alors, pour ce qui concerne le premier axe, comme je disais tout à l'heure, il y a deux axes. D'un côté, l'égalité femmes-hommes et de l'autre côté, la lutte contre les violences faites aux femmes. En ce qui concerne la promotion de l'égalité femmes-hommes, la priorité est quand même donnée aux projets qui portent sur l'égalité professionnelle. Là, vous avez une liste des priorités régionales, donc on peut les voir ensemble. De toute façon, toutes ces infos, vous les avez aussi sur le règlement d'intervention, bien sûr. D'un côté, vous avez la lutte contre les stéréotypes sexistes liés à l'orientation des filles et des garçons, la féminisation des filières scientifiques et numériques et techniques, la promotion de la mixité des métiers et des formations professionnelles et d'apprentissage, le développement de l'entrepreneuriat des femmes, la lutte pour l'égalité salariale, l'équilibre des temps de vie perso et des temps professionnels, et accompagnement dans le déroulement de carrière. Donc, ça peut aller de aide à la préparation d'entretien, des actions de mentoring, etc. Et donc là, c'était vraiment pour tout ce qui est égalité professionnelle, mais bien sûr, les projets qui portent sur la promotion de la place des femmes dans toutes les autres sphères de la société sont également éligibles, comme par exemple l'accès des femmes au sport, à l'espace public, à la culture ou encore à la santé. Pour le deuxième axe qui porte sur la lutte contre les violences faites aux femmes, ici, il y a deux volets. Votre projet peut s'inscrire dans un ou les deux volets qui portent sur les violences faites aux femmes. D'un côté, nous avons la sensibilisation et prévention des violences faites aux femmes, et de l'autre côté, nous avons ce qui est vraiment l'accompagnement des femmes victimes de violences. Pour les actions de sensibilisation, sont éligibles bien sûr les campagnes, les actions d'information de la population, la sensibilisation dès le plus jeune âge, les formations, les séances de formation et actions de sensibilisation des professionnels, et des séances d'éducation à la sexualité, au consentement et à la lutte contre l'hypersexualisation, notamment en direction des jeunes. Concernant l'accompagnement des femmes victimes de violences, là, tout type d'accompagnement pluridisciplinaire est éligible, bien sûr, des femmes victimes de violences ainsi que leurs enfants, si elles en ont. Donc, si on rentre dans les détails, toutes les actions d'accompagnement, soutien juridique et judiciaire sont éligibles, mais également de l'accompagnement psychologique et psychotraumatique. Également, par exemple, l'insertion professionnelle, la réinsertion économique et sociale. Donc, là, nous allons expliquer les axes qui concerne cet appel ce nouveau dispositif de subvention, pardon. En ce qui concerne les critères d'éligibilité sur les bénéficiaires, toutes les personnes morales de droit privé à but non lucratif sont éligibles, ce qui concerne les associations, les fondations ou encore les ONG. Ce qui est important pour vous à retenir, c'est que les bénéficiaires doivent justifier d'un an d'existence puisqu'ils doivent présenter un bilan d'exercice comptable sur l'année écoulée au moment du dépôt de la candidature. Du coup, la subvention régionale, elle est fixée à 80% du montant maximum du coût total du projet, avec une subvention qui est plafonnée à 50 000 €. Donc, il y a des dépenses qui sont bien évidemment éligibles et inéligibles. Mais d'abord, on va parler des dépenses éligibles, qui se composent essentiellement des dépenses de fonctionnement hors taxes, sauf pour les bénéficiaires qui justifient qu'ils ne récupèrent pas la TVA. Et excusez-moi, toutes les dépenses qui sont imputables au projet, et notamment dans sa mise en place et dans cette phase de réflexion du projet. Dans les dépenses qui sont inéligibles, cette fois-ci, on a les frais liés aux services bancaires, tout ce qui est impôts et taxes, et ainsi que toutes les dépenses d'investissement. En ce qui concerne les critères de sélection, les critères suivants, donc les projets doivent répondre aux trois critères suivants: cohérence et pertinence globale du projet, viabilité et faisabilité économique, ainsi que l'expertise de la structure et des intervenants et intervenantes. Ce qui paraît assez logique, mais on tenait quand même à le préciser. En ce qui concerne les critères d'examen prioritaires, ça veut dire que c'est pas un critère d'éligibilité, mais c'est
vous le savez, on a un budget quand même qui est restreint, donc on a des projets qu'on va prioritairement examiner si ceux-ci portent sur le déploiement dans les territoires ruraux, comme j'ai dit au début. Du coût total de projet. Ça veut dire qu'il vous reste 20% qu'il faut confinancer. Donc techniquement, vous pouvez, ça peut être des ressources propres, mais c'est vrai que nous, on encourage les structures qui déposent des candidatures d'avoir des cofinancements privés ou publics. Et ensuite, dernier critère d'examen prioritaire, les actions pluridisciplinaires que vous pouvez mener à l'échelle régionale. Bien sûr, il y a un critère important, c'est l'échelle régionale, puisque vous candidatez quand même un dispositif porté par la région Île-de-France. Toute la partie, donc, construire votre candidature. Ici, vous trouverez le chemin du téléservice, c'est-à-dire quand vous allez sur Mes Démarches, qui est la plateforme régionale, on vous en parlera en détail tout à l'heure, mais vous allez trouver cette structure en fait, avec toutes ces questions-là qu'il faudra répondre au fur et à mesure. En fait, nous, après, on télécharge et ça nous fait un format CERFA classique. Pensez à bien déconnecter au micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, pensez à bien déconnecter votre micro. Merci. Vous pourrez poser votre question à la fin. Donc, toute la première partie, présentation du projet. On différencie les objectifs du descriptif. Les objectifs, c'est plutôt pourquoi vous voulez mener ce projet. Est-ce que vous partez d'un constat que vous avez vu de par votre travail sur le terrain? En tout cas, c'est pourquoi vous portez ce projet. Ensuite, le descriptif. Concrètement, les modalités de mise en œuvre, le calendrier et le déroulé du projet, bien sûr. Troisièmement, les lieux des actions. Il faudra renseigner les adresses postales. On l'a mis en facultatif parce que ça dépend si vous avez une ou plusieurs actions. En tout cas, l'idée, c'est vous avez un champ de texte, vous aurez un champ de texte libre. Pour chaque action, si vous en portez plusieurs, l'idée que vous mettiez l'adresse postale pour chacune d'entre elles. Tout simplement parce que on va tenter dans cette première année de lancement de projet de faire une cartographie idéalement des projets qui sont retenus. C'est encore, pour être tout à fait honnête avec vous, ça va être une phase test, mais en tout cas pour que cette phase test soit le plus pertinente possible, l'idée c'est vraiment de renseigner les adresses postales. Et finalement, dans le cadre de cette présentation, l'impact régional que votre projet aura. En ce qui concerne les bénéficiaires, donc le public cible, ainsi que les indicateurs. Les indicateurs, c'est la typologie des publics, à savoir les tranches d'âge et le genre des publics. Pour les moyens mis en œuvre humains et matériels, et les qualifications et corps de métier des professionnels mobilisés. Pour les partenariats, vous pouvez également renseigner, il faut, si vous en avez, renseigner les partenaires hors financeurs. Parce que ceux qui sont financeurs, forcément, vous allez les renseigner dans le budget. Donc, c'est pour ça qu'on l'a rajouté, parce que les structures ne pensaient pas forcément à parler des partenaires hors financeurs dans le déroulé de leur projet. Si vous avez des collectivités, d'autres associations, des établissements publics ou privés qui vous aident dans la mise en place du projet, pensez à bien les mentionner dans cette partie-là. Et la dernière partie à renseigner, c'est l'évaluation. Donc, sur les indicateurs de résultats et d'impact, aussi bien quantitatif que qualitatif. Cela nous permet d'évaluer votre projet lorsque vous ferez une demande de versement de la subvention. Et aussi, si vous voulez reconduction du projet pour les années d'après, il nous faut avoir ces informations-là. En fait, il faut tout simplement qu'on sache ce que vous avez fait dans l'année écoulée avec la subvention régionale. Pour la durée du projet, les projets sont annuels, tout simplement parce qu'on a l'obligation de présenter vos projets, de soumettre vos projets au vote des élus régionaux, des conseillers régionaux, dans des instances qu'on appelle des commissions permanentes. Il y en a à peu près 4 dans l'année et nous, comme j'ai dit au tout début, on va présenter vos projets à 2 commissions permanentes. Donc en mars et en novembre. Je rentrerai dans les détails en ce qui concerne le calendrier, mais c'est pour que déjà vous compreniez pourquoi les projets sont forcément annuels, parce que c'est vrai que dans d'autres structures, c'est pas forcément le cas.
Donc, quand je dis annuel, c'est sur l'année civile, donc qui commence au 1er janvier, ou sur l'année scolaire. Si vous avez des séances, des temps de sensibilisation qui sont prévus auprès de classes, vous commencez évidemment en septembre, c'est justifié. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un démarrage anticipé sur l'année scolaire N+1. Les projets devront démarrer dans la mesure du possible à partir du vote en commission permanente. Je dis dans la mesure du possible parce que c'est vrai qu'en fonction de quand est-ce que vous déposez le projet, même nous, on n'a pas la date exacte de la commission permanente. Donc, si vous l'avez parce qu'on l'a communiqué sur le site et si c'est possible pour vous, veuillez mettre dans la date de début la date de commission permanente. Sinon, veuillez faire commencer votre projet au 1er janvier ou 1er septembre si c'est sur l'année scolaire. Si c'est avant la date de commission permanente, on considère ça comme un démarrage anticipé. Et si jamais, après coup, on a la date de vote de commission permanente, on revient vers vous. Ce qui est important aussi que vous sachiez, c'est que l'accompagnement que vous pouvez bénéficier de notre part ne s'arrête pas au moment où vous déposez votre projet. Nous, on a une phase d'instruction, bien sûr, mais on est amené dans cette phase à revenir vers vous pour un complément d'information, éventuellement. Ça ne se fait pas de façon systématique, mais on revient éventuellement vers vous et vous pouvez aussi poser vos questions, bien évidemment. La date de début des projets correspond à la date à laquelle votre structure va engager des dépenses, et notamment dans sa phase de préparation. C'est quelque chose qui est très important, puisque justement, si les factures sont antérieures à cette date-là, elles ne seront malheureusement pas prises en compte. Et autre notion hyper importante, c'est qu'on fait un remboursement sur des factures qui sont acquittées. En effet, vous allez avoir la possibilité d'avoir une avance à hauteur maximum de 40% de votre subvention, mais par la suite, ce sera un remboursement sur facture acquittée. Pour la construction du budget. Alors, dans la phase de construction de votre budget, alors il faut bien veiller à bien préciser dans la colonne des recettes de votre budget prévisionnel quelle commune, dans quelle ville. Si c'est un financement de plusieurs communes, ne pas regrouper le tout dans une seule ligne, mais bien préciser quelle subvention pour quelle commune avec une répartition. Pareil pour les autres dépenses de financement privé ou même des financements d'État. Il faut vraiment mettre le détail pour qu'on puisse savoir quelle entité vous apporte son soutien, et notamment parce que vu que vous êtes en phase, on est sur un budget prévisionnel, donc forcément peut-être qu'après ça peut être amené à bouger, notamment dans l'attribution de vos subventions prévues, et du coup on sait à peu près en fait quelle subvention à quelle mesure ça a impacté votre budget prévisionnel. Donc, bien évidemment, on le répète, mais le budget doit être équilibré, donc recettes et dépenses équilibrées. Et votre budget doit porter uniquement sur le projet et pas sur le fonctionnement global de la structure. C'est vrai que des fois, les projets se rattachent fortement du fonctionnement global de la structure en termes des thématiques qui sont traitées, mais il faut vraiment focaliser votre budget sur le projet. Autre chose, le montant de la subvention sollicitée, comme on l'a dit tout à l'heure, ne peut pas excéder 80% du montant total de votre budget prévisionnel. Donc, quand vous rentrez les montants dans le tableau, faites attention à bien respecter les 80% du budget total. Et surtout faire attention au budget total de votre structure. Oui, en fait, ce qui est important aussi pour ne pas vous mettre en difficulté, c'est que le budget total relié à votre projet, qui soit pas trop important par rapport au taux d'intervention régional. C'est-à-dire que nous, on va jusqu'à 80%, mais on peut, c'est le maximum, c'est-à-dire on peut très bien être à moins de 80%. Si par exemple votre projet total coûte 1 million d'euros, je dis n'importe quoi, et la région vous accompagne que sur 50 000 euros, voire 40 000 ou moins, pensez que vous devrez justifier toutes les factures qui sont liées aux 1 million d'euros.
Donc, c'est voilà, pour ne pas vous mettre en difficulté, le jour où il faut demander un versement, vous devrez, donc, comme disait ma collègue à l'instant, c'est un remboursement sur facture. Donc, voilà, c'est pas que vous ayez à retrouver toutes les factures liées enfin, si vous avez un montant trop élevé. Ensuite, là, vous avez une liste de pièces à fournir. C'est des documents très classiques. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Vous aurez la liste. De toute façon, vous l'avez la liste sur le téléservice, sur la présentation qui est aussi vous êtes mise à disposition. Ensuite, pour les points d'attention, à bien retenir. J'ai dit déjà, mais pensez à bien différencier les objectifs du descriptif du projet. Tel qu'on l'entend, ce sont deux choses quand même différentes. Ensuite, aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n'aurait pas produit un bilan intermédiaire. C'est-à-dire si là, par exemple, vous avez déjà un soutien pour l'année 2024 et que vous voulez reconduire cette action en 2025, vous allez redemander une subvention régionale pour ce même projet. Nous, dans l'instruction, il faut bien qu'on sache ce que vous avez fait en 2024 avec la subvention régionale. Donc, dans ce cas-là, vous aurez dans le téléservice, on l'a mis en facultatif, mais c'est à vous de voir en fonction de votre projet si vous devez le renseigner ou pas, une case pour bien télécharger votre bilan intermédiaire. Sinon, de toute façon, on revient vers vous, mais c'est vrai que si d'un premier temps, vous pensez à bien le renseigner, nous, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Ensuite, les structures qui sont déjà financées sur d'autres dispositifs de la région peuvent quand même candidater à condition, et c'est bien important de l'avoir en tête, de présenter un projet différent qui a un fort intérêt régional. Ensuite, finalement, pour les structures partenaires, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, vous portez un projet, deux associations ensemble, ce qui ne marche pas non plus, c'est que vous, chaque association, demandiez une subvention pour le même projet. Dans ce cas-là, vous avez deux options. Oui, alors vous avez deux options. La première, c'est que si la deuxième association a un apport financier, dans ce cas-là, dans la colonne de recettes, il faudra juste mettre une ligne en tant que fonds privé avec le nom de l'association et le montant de l'apport financier. Et si c'est un apport de service, dans ce cas-là, le mettre dans la colonne des dépenses, dans la ligne rémunération des intermédiaires. Voilà. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Mathieu pour vous présenter le Centre Hubertine-Auclair. Alors, bonjour à nouveau. Donc, le Centre Hubertine-Auclair est un centre francilien de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes, qui a été créé en 2009 à l'initiative du Conseil régional avec différents acteurs et actrices du territoire. Le centre aujourd'hui regroupe environ 300 membres dans 151 associations. Donc les associations membres, ce sont des associations qui ont dans leur statut égalité femmes, hommes ou lutte contre les violences faites aux femmes, 129 collectivités locales et une vingtaine de syndicats. Le centre a 3 objectifs. Produire une expertise, donc de rapports, des études sur les enjeux des violences, de l'égalité et notamment éducation non sexiste à destination des jeunes. Outiller et mettre en raison les professionnels, donc en réseau notamment à travers les formations, les événements, les échanges de pratiques, les webinaires, etc. et les outils par rapport aux guides qu'on crée à destination des associations membres ou des collectivités. Et également, le troisième objectif est plutôt de sensibilisation auprès du grand public et notamment auprès des jeunes à travers nos campagnes, nos expositions et également nos événements. Donc ça, c'est pour la présentation du centre. Pour l'accompagnement spécifique aux associations, étant donné que nous, en tant que centre Hubertine-Auclair, on a comme membres des associations, des syndicats, des collectivités et des professionnels de l'éducation, l'accompagnement spécifique aux associations est plutôt donc des conseils et ressources pour le montage de projets, dont les demandes de subventions pour les associations, des cas d'échanges collectifs et intermembres, notamment des échanges de pratiques, des webinaires à destination d'associations membres qui, par exemple, traitent de la même thématique ou ont le même mode d'action, notamment des associations qui vont plutôt faire des interventions au milieu scolaire ou à l'égard de jeunes, des cycles de formation et notamment des cycles de formation pour développer le renforcement associatif,
Ça, c'est hyper important. Comment trouver des fonds, comment bien répondre à un appel à projet. Enfin, vraiment, l'idée pour nous, c'est vraiment de vous accompagner, pas forcément sur, même si c'est possible, hein, sur votre expertise, mais vraiment pour le développement de vos ressources, comme on fait aujourd'hui pour vous permettre de pouvoir agir au mieux. Et pour terminer, des outils pour les professionnels, et notamment dans cette partie outillage, on a deux choses qui peuvent vous intéresser. On a l'annuaire des personnes référentes l'égalité. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais vous pouvez le trouver directement sur le site internet qui référencie un peu tous les contacts qu'on a région Île-de-France, même si c'est pas toujours mis à jour pour le moment, au sein de la ville de Paris, des différentes institutions vous permettant une première rentrée, notamment pour soutenir vos projets, et l'annuaire des fondations, où on a fait un travail en 2021 de cartographier toutes les fondations pouvant financer des projets associatifs féministes. Donc voilà, ça aussi, c'est un annuaire qu'on met à disposition, mais plutôt à nos associations membres. Je lui reviendrai tout à l'heure. Alors, là, je fais juste une petite intervention avant de repasser la parole à Ramatoulaye. Pour les autres possibilités de soutien, en ce qui concerne la région Île-de-France, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les 3 dispositifs que nous avons qui portent sur les thématiques que je suis susceptible de traiter. Dans un premier temps, nous avons un appel à projet intitulé Aide aux victimes d'infractions pénales, qui est uniquement pour le soutien au dispositif de TGD, donc téléphone grave danger. Ensuite, nous avons l'appel à projet Femmes en difficulté en fonctionnement. Ce qui est important de savoir, et bien le noter, c'est que cet appel à projet pour les dépenses en fonctionnement Femmes en difficulté porte sur les femmes en situation de précarité. Tout ce qui est victime de violence, c'est le dispositif qu'on est en train de vous présenter. Pour les dépenses en investissement, si jamais vous avez un centre d'hébergement, d'accueil de jour ou autre, vous pouvez demander une subvention dans le cadre du dispositif soutien à l'hébergement au service et accueil de jour destiné aux femmes en difficulté, puisque nous, notre dispositif n'est pas à même les dépenses en investissement ne sont pas éligibles, même si ici ça concerne aussi les femmes en difficulté, tout ce qui est victimes de violence est également éligible pour vous donner à vous plus d'opportunités de subventions. Troisièmement, il y a le dispositif qui s'appelle Olympe, tout simplement, qui est lui piloté par le pôle lycée et qui porte sur la réussite scolaire des filles dans les filières scientifiques et techniques. Encore une fois, la présentation sera mise à votre disposition et vous avez tous les liens. Je vais pas cliquer dessus, mais si vous cliquez dessus, vous avez le lien vers le site de la région qui présente en détail tous ces dispositifs. Alors, moi, j'interviens pour la partie du cofinancement, comment on peut cofinancer son projet. Donc là, c'est plutôt des dispositifs de l'État que je vais vous présenter. Donc sûrement, vous connaissez tous la DRDFE, qui est la Direction régionale des droits des femmes et à l'égalité, qui sort un appel à projet une fois par an, qui est plutôt courant mars, et cette année, vous l'avez vu, était un peu plus au mois d'avril. Moi, ce que je vous invite à faire pour la côté de DRDFE, c'est de prendre contact avec Anaïk Morvan, qui est la directrice régionale de la DRDFE. Néanmoins, si votre action, elle n'est que départementale, de prendre contact directement avec un délégué départemental de la DRDFE également. Voilà, si votre action n'est que départementale, et vous avez les contacts normalement qui sont dans l'annuaire des référents d'égalité du Centre Hubertine Leclerc. Si votre action, elle a aussi plusieurs vocations, égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, et notamment racisme, antisémitisme ou haine LGBTI-phobie, là, vous pouvez également demander un soutien auprès de la DILCRA, qui est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBTI-phobie. Pareil, donc c'est un appel à projet une fois par an national. Toujours, alors pour tout ce qui est État, généralement, les appels à projets, c'est entre janvier et le mois d'avril. Voilà. Vous pouvez répondre à cet appel à projet. Et si votre action, à nouveau, elle n'a qu'une vocation locale, vous pouvez rentrer en contact avec le référent de la DILCRA en préfecture.
Ensuite, vous avez donc d'autres soutiens possibles également. Donc, vous avez la DRIET qui reprend les missions de la DIRECT, qui est la direction régionale indépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Voilà, on adore les droits allonges. Donc là, généralement, la DRIET finance à destination des associations l'emploi, tout ce qui est en lien avec l'emploi et l'insertion professionnelle, la formation professionnelle, le développement économique et l'innovation, la solidarité, les luttes contre l'exclusion et la santé la santé au travail. Donc ça, c'est vraiment les axes d'accompagnement et de soutien associatif. Et pareil, donc là, encore une fois, vous pouvez aller sur leur site internet, il y a souvent des appels à projets, et vous pouvez aussi rentrer en lien avec les unités départementales. En Ile-de-France, vous en avez 4, dans le 75, le 92, le 93 et le 94. Donc ça, c'est aussi permettant aussi d'avoir des contacts également sur place. Troisième, autre, donc là, c'est plutôt l'ARS, qui est plutôt une institution, donc l'Agence régionale pour la santé et la délégation départementale que normalement vous connaissez normalement très bien. Donc l'ARS finance aussi les associations qui s'engagent et qui ont un axe santé et qui font également de la prévention sous plusieurs axes, notamment promotion de la santé et prévention, soins et accompagnement, santé mentale, prévention et gestion des risques sanitaires, qualité et soins et sécurité des patients et innovation et santé. Pour vous, ce qui peut vous intéresser, c'est que c'est des appels à projets qui sont, comme je l'ai dit, plutôt entre janvier et maximum mi-avril. Les appels à projets, et ça c'est important à prendre en compte, elles sont bien thématisées. Aussi, si jamais vous avez une action qui est que départementale, vous pouvez donc sur un seul département rentrer en lien directement avec les délégués départementaux. Si c'est au siège, vous pouvez rentrer en contact directement avec le siège. Vous allez sûrement me demander comment rentrer en contact. Alors ça, c'est classique pour d'ailleurs tout ce que je vous ai évoqué. La porte d'entrée principale, c'est répondre à un appel à projet au départ. Et ensuite, quand les choses elles avancent bien, vous avez des contacts et vous rentrez dans les boucles de contacts, mais c'est pas automatique. Vous allez sur le site, vous trouvez pas des noms directement. Donc ça, c'est important à prendre en compte, sachant que les référents thématiques sont des médecins et des fonctionnaires. Pour vous donner un exemple, il y a un référent thématique sur les sujets de santé des femmes. Voilà. Donc cette année, pour information, c'est intéressant de le prendre en considération. Pour les prochaines années, les quatre thématiques qui sont très importantes du côté de l'ARS, c'est la santé des femmes et la santé des enfants, et les développements des compétences psychosociales. Notamment, ils ont pas mal travaillé en vue des différentes remontées sur les enjeux de harcèlement scolaire. Donc, ils travaillent beaucoup sur le développement de l'empathie contre le harcèlement, la santé mentale des adolescents et des jeunes, des femmes et enfants, et les maladies sexuellement transmissibles, et l'éducation à la santé. Donc ça, c'est les gros axes prioritaires de l'ARS. Ensuite, vous avez le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse avec la DRAGES et la FDVA. Donc la DRAGES qui finance donc plutôt délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. DRAGES qui a un financement qui est notamment à destination des associations faisant des interventions en milieu scolaire, donc ça c'est intéressant. Et la FDVA qui elle soutient notamment, ce qui est assez intéressant avec la FDVA, c'est qu'elle vous permet à destination de vos bénévoles de rembourser des formations et peut plus vous accompagner sur le fonctionnement de la structure. Ça c'est intéressant. FDVA qui fonctionne plutôt en subvention puisqu'on appelle à projet pour la partie formation. Et il y a également des appels à projet. Et ensuite, vous avez pour le ministère de l'Intérieur le CIPDR, donc Comité interministériel de prévention de délinquance. Et dans ce cadre-là, vous avez le Fonds interministériel de prévention à la délinquance, qui lui est hyper intéressant pour plusieurs associations, notamment parce qu'il finance des projets de type action de médiation sociale et prévention spécialisée, dont notamment intervenir auprès des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est intéressant. Et initiative de soutien aux victimes de la délinquance et de la radicalisation, dont les victimes de violences conjugales. Donc, vous rentrez complètement dans tout ce qui est prévention à la délinquance. Et pour terminer, et après j'arrête de parler, vous avez également politique de la ville. Quand votre action elle a une action au sein d'un quartier prioritaire, vous trouvez la liste des quartiers prioritaires sur le site de la région notamment.
vous pouvez également répondre à un projet, présenter votre projet comme étant aussi rentrant dans le cadre de la politique de la ville. Et pour terminer, donc là, vous avez également de la veille à faire. Moi, je vous invite à vraiment regarder ce que vous avez plein d'infos sur le site de la préfecture de la région, tout ce qui est service déconcentré de l'État. Et pour terminer, vous pouvez également, à travers notre annuaire aussi, plutôt demander des subventions auprès des collectivités locales qui aussi sortent des appels à projets, notamment la région Île-de-France comme elle le fait aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est important. Et également beaucoup plus accessible pour rencontrer les différents interlocuteurs, que ce soit des élus, des chargés de mission. Et vous avez, pour terminer, cette annuaire de fondation privée qui vous donne une piste de là où vous pouvez aller taper pour trouver des subventions privées, mais uniquement pour les associations membres. Donc, si vous souhaitez devenir membre, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Et je termine par aussi aller sur notre site et suivre notre newsletter qu'on appelle la Cybertine 2 fois par mois, où pareil, on publie régulièrement des appels à projets. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez adhérer, si vous avez besoin d'accompagnement. Je suis Job Ramatoulaye. Voilà. Alors, pour déposer votre dossier, et nous aussi on a bientôt terminé, donc n'hésitez pas à commencer à réfléchir à vos questions. Vous pouvez soit commencer à les écrire sur la conversation, puis prendre la parole après, c'est comme vous préférez. Alors, pour la procédure, première étape, avant tout, prendre connaissance du guide des aides. Le guide des aides, c'est la page web, enfin le site de la région, là où il y a toutes les informations sur ce dispositif. Il y a notamment le règlement d'intervention qui est disponible pour être téléchargé sur le site. C'est tout en bas de la page. Le règlement d'intervention, c'est le document qui encadre juridiquement le dispositif. Donc, c'est en fait tout ce qu'on vous a expliqué est dans le document de façon plus synthétique. Donc, il faut bien en prendre connaissance. Ensuite, vous allez vous connecter sur la plateforme régionale Mes Démarches. Là, on vous a mis le lien, mais vous l'avez aussi sur le guide des aides, donc sur le site. On a aussi fait une petite fiche pratique de comment créer un compte. Si jamais vous n'en avez pas, comment vous connecter, que faire si vous rencontrez des éventuels problèmes d'ordre technique. Sachant que, bien sûr, notre boîte mail est ouverte tout le temps, si vous avez des questions. Ensuite, vous allez renseigner les onglets et rattacher tous les documents demandés. La liste, vous l'avez quelques slides namment. Il faut bien cliquer sur transmettre. Ça, je me permets de le préciser parce que nous avons beaucoup d'associations qui pensent avoir terminé d'instruire, enfin de compléter le dossier de demande de subvention et qui oublient de cliquer sur transmettre. Si vous ne le faites pas, nous on considère, en fait, ça apparaît comme quoi le dossier n'est pas complet, donc on ne va pas l'instruire. Donc c'est tout bête, mais pensez à bien le faire parce que sinon c'est dommage. Seulement les dossiers complets, bien sûr, seront préinstruits par les services régionaux, c'est-à-dire par nous. Les projets sont soumis pour approbation en commission permanente du conseil régional. J'ai déjà expliqué auparavant, mais je le répète, qui est la seule compétente à décider du soutien régional et dans la disponibilité, la limite de la disponibilité des crédits, bien évidemment. Les informations personnelles aussi, je le précise, sur mes démarches doivent toujours être à jour parce que lorsque vous créez le compte, vous mettez des informations qui peut-être après changent parce que vous avez un portefeuille ensuite. Enfin, une fois que vous avez créé le compte, vous verrez toutes les infos sur la fiche pratique qu'on a mis à votre disposition, mais vous avez un portefeuille avec toutes ces informations-là et lorsque vous voulez redéposer une demande, nous, on télécharge automatiquement les infos que vous avez transmises sur mes démarches. Si ces infos, elles changent, il faut qu'on le sache. Donc, pensez à bien les mettre à jour, sinon on revient vers vous, mais voilà, c'est perdre du temps, donc pensez à bien le faire. Quelques points à retenir. Votre candidature est à déposer uniquement sur la plateforme régionale. On accepte, je le précise parce qu'auparavant on acceptait des candidatures par mail. Maintenant ce n'est plus le cas. Donc pensez à bien déposer sur la plateforme qui, je le répète, est ouverte toute l'année. Le téléservice, il ouvre le 3 juin, donc il est ouvert depuis hier et il est disponible en continu. Un seul dossier par structure et par an peut être soutenu, du moins dans le cadre d'un même dispositif. Et un projet qui est déjà terminé ne peut pas faire l'objet, c'est-à-dire que
Je reformule la phrase. Si la date de dépôt de la candidature sur les démarches et après le projet qui est déjà terminé, je vais mettre un exemple, je pense que ça va être plus compréhensible. Si votre projet se termine le 1er mars et que vous soumettez votre candidature le 4 mars, ce n'est pas éligible. Votre projet peut commencer avant la date de dépôt, mais il ne peut pas être terminé. Donc, c'est notamment le cas des événements. Les événements, normalement, ça commence et ça termine, c'est sur un jour. Donc, pour les événements, il ne peut pas avoir lieu avant la date de dépôt de la candidature. Il dit bien dépôt. Les projets, donc pour cette année, les projets 2024 ont déjà été choisis dans le cadre de l'appel à projets des dispositifs précédents. Donc, les prochains projets que nous allons instruire devront porter sur l'année 2025 ou l'année scolaire 2024-2025 pour un soutien à partir de mars 2025. En effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais nous, on soumet vos projets au vote des élus en novembre et en mars. Pour cette année, puisque les projets sont uniquement éligibles à partir de 2025, vous avez jusqu'au 30 septembre, si vous voulez un soutien en 2025, vous avez jusqu'au 30 septembre pour déposer votre projet sur mes démarches. Il sera, on l'espère, voté en mars. Bien sûr, c'est un calendrier qu'on se fixe, mais tout ne dépend pas de nous, donc ça peut être amené à évoluer, ce qui a déjà été le cas auparavant. Mais nous, ce qu'on se fixe, c'est un vote en mars, donc dans ce cas-là, votre deadline, c'est le 30 septembre. À partir de 2025, vous pouvez aussi faire voter votre projet en novembre. Dans ce cas-là, si c'est ce que vous souhaitez, vous avez jusqu'au 30 juin. Je crois que j'ai été claire, mais bon, heureusement qu'on a un tour de questions-réponses. Pour le circuit des candidatures aussi, pour votre bonne information, que vous sachiez, parce que ça peut paraître long, les délais, ce qui est le cas, enfin, les délais sont longs, mais pour nous, on a des temps très marqués, donc histoire que aussi vous compreniez pourquoi c'est aussi long. Dans une première étape, donc vous avez le dépôt des candidatures, ensuite nous on instruit les dossiers. On échange avec vous éventuellement pour des demandes de compléments. Ensuite, on a toute une phase d'élaboration du rapport que l'on présente en commission permanente où il y a tous vos projets. Dernière étape, donc on fait voter les subventions en commission permanente par les conseils régionaux. On vous envoie ensuite par mail, si votre projet est retenu, bien sûr, les conventions que vous devez signer dans les meilleurs délais, ainsi que les notifications d'attribution, qui est le document que vous pouvez utiliser si, par exemple, ça a été le cas pour des associations qu'on a soutenues qui veulent demander un soutien à l'Union européenne et qui, dans ce cas-là, ont besoin d'une notification d'attribution comme quoi le projet est soutenu par la région Île-de-France. C'est ce document-là que vous pouvez présenter. Et ensuite, il y aura des demandes de versement. Donc ça aussi, on l'a déjà dit, mais on le répète, contrairement à d'autres établissements publics, c'est à vous même si la subvention vous est attribuée, c'est à vous de demander les versements. Je vous rassure, pour les assos qui n'ont jamais été soutenus par la région de France et qui ne connaissent pas ce fonctionnement, on organise tous les ans, enfin maintenant 2 fois par an, à la fin de chaque... Une fois que le vote est passé, on organise une séance de 1 heure où on présente justement en détail comment faire des demandes de versement, quel type de demande il y a. À ce stade, ce dont vous avez besoin de savoir, c'est voilà, notre système, c'est remboursement sur facture. On ne veut pas non plus vous noyer d'informations, mais le temps venu, vous les aurez. Ici, vous avez nos contacts. Donc, le contact de Ramatoulaye, il était plutôt dans la slide précédente. Ici, vous avez les contacts de Stéphanie Nal, qui est gestionnaire, et de moi-même, Michel Berger, chargée de mission.